Merci beaucoup, c'est un plaisir de parler de maladies rares et je suis très, très content, très heureux d'être ici, je le redis, et parmi vous, et j'espère que nous aurons des échanges et peut-être des collaborations sur ces maladies rares. Bien sûr. La Fleschner Society a établi un glossaire des termes pour l'imagerie thoracique dans laquelle un kyste est défini comme une clarté parenchymateuse ronde, avec une interface bien définie, avec le poumon normal et une paroi dont l'épaisseur est inférieure à 2 mm. Donc c'est une hyperclarté qui a des limites nettes et que l'on peut donc de ce fait bien reconnaître. Elle se distingue des bulles qui, elles, n'ont pas de paroi aussi bien délimitée, qui s'observent essentiellement au cours de l'emphysème, et les pneumatocèles, qui sont des images différentes et habituellement transitoires, et qui sont causées en particulier par des infections aiguës ou par l'inhalation d'hydrocarbures. Il faut savoir que tous les kystes pulmonaires ne sont pas le signe d'une maladie, et en particulier savoir que chez les personnes âgées, au-delà de 75 ans, il peut exister des kystes qui n'ont pas d'explication particulière, mais qui peuvent être présents dans cette population âgée. Les trois grandes causes de maladies kystiques multiples pulmonaires sont la lymphangioleiomyomatose, le syndrome de Burtog-Dubé et l'histiocytose à cellules de Langerhans. Sur la lymphangioleiomyomatose, je serai assez bref puisque Jean-Marc Nakache va en parler de manière plus détaillée. Nous avons, avec Simon Johnson, fait une task force pour fixer des recommandations pour le diagnostic et la prise en charge de cette maladie qui ont été publiées dans l'European Respiratory Journal en 2010. Il faut bien sûr distinguer les lymphangioleiomymatoses sporadiques des formes qui s'associent à la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui est une maladie d'origine génétique. Les images kystiques doivent être analysées avec précision devant tout patient chez lequel on en découvre. Vous voyez par exemple ici dans cette lymphangioleiomyomatose des images kystiques multiples pulmonaires de petite taille. Ici elles sont confluentes, créant un aspect un petit peu en dentelle, et il peut y avoir une confluence des images kystiques qui montrent une destruction aussi importante. En ce qui concerne les données tomodensitométriques, les lésions caractéristiques sont donc multiples supérieures à 10, et on dira qu'une imagerie est compatible avec une lame s'il n'y a que quelques kystes, c'est-à-dire plus de 2 et moins de 10. Les critères anatomopathologiques, je crois qu'il faut insister, sont retrouvés si l'anatomopathologiiste est expérimenté, et il verra une prolifération de cellules musculaires lisses et de cellules épithélioïdes qui sont associées à la formation des kystes. Il y a des immunomarquages, en particulier par HMB45, dont le docteur Nakache nous parlera, et qui permettent de faire le diagnostic. Voilà l'aspect macroscopique du poumon au cours de cette maladie. Les lésions constituées de cellules caractéristiques qui fixent ici avec un marqueur qui est l'alpha-actine. Un marqueur a été identifié plus récemment, qui est la bêta-caténine, dont on ne sait pas encore si c'est un marqueur qui est très spécifique, mais en tout cas qui est positif au cours de la lame. Les autres manifestations dont on vous reparlera sont les angiomyolipomes, qui ont des caractéristiques tomodensitométriques, les épanchements chileux abdominaux, les lymphangioleiomyomes, dont un point important à connaître est la variation de taille au fil de la journée, et des ganglions qui sont envahis par les cellules de la lame. Il y a des critères diagnostiques particuliers pour les patients qui ont une sclérose tubéreuse de Bourneville, dont on rappelle ici les critères diagnostiques et les manifestations cutanées, avec notamment des angiofibromes faciaux. Je vous demande de bien garder en mémoire ces images,
car elles conduisent à des diagnostics différentiels. Les fibromes périinguéaux, les macules hypomélaniques, les plaques chagrins, les amartomes, les tubaires corticaux et les astrocytomes. Une étude récente, je ne sais pas si Jean-Marc l'a incluse, non, bon, donc je me permets d'en dire un petit mot. C'est une étude au cours de laquelle il y a eu un dépistage de la lame chez les patientes qui ont une sclérose tubéreuse de Bourneville. Donc, dans cette étude, toutes les jeunes femmes de plus de 15 ans ont eu un scanner initial. Et ce qui est intéressant, c'est que ce scanner initial a montré la présence de lames dans une proportion importante. Et il a été observé que la prévalence de la lame augmentait d'environ 8% par an. C'est-à-dire que chez les jeunes femmes de moins de 21 ans, la prévalence était de 27%, mais qu'elle était de 81% chez les patientes atteintes de plus de 40 ans. Donc c'est important, et même si les manifestations de la lame sont probablement moins importantes au cours de la STB que dans la forme sporadique, il faut connaître cette possibilité, en particulier du fait du risque de pneumothorax. Et finalement, donc, beaucoup de patients ont eu une évolution des symptômes, et un décès rattaché à l'atteinte pulmonaire a été observé quand même dans un peu plus de 12% des cas. De la même manière, il existe des kystes multiples chez l'homme. La symptomatologie est moins importante, les kystes sont moins gros, les patients n'ont moins de pneumothorax ou de chylothorax, et la maladie est moins progressive. Mais Jean-Marc Nakache vous le développera plus en détail, ainsi que les critères diagnostiques de la lame, et en particulier la valeur qu'il faut connaître du VEGFD, qui prend une place maintenant plus importante. Donc je vais passer à une autre maladie kystique multiple pulmonaire, qui est moins connue, qui est le syndrome de Burtog-Dubé, BHD. Il s'agit d'une maladie autosomale dominante qui est caractérisée par des lésions cutanées, comme au cours de la STB, des kystes pulmonaires et un risque élevé de cancer rénal familial. Cette affection est liée à des mutations germinales du gène FLCN, le gène de la folliculine qui se trouve sur le chromosome 17p11.2. Burt, Hogg et Dubé étaient des dermatologues. Ils ont décrit des signes cutanés de cette affection. Ces signes cutanés apparaissent après l'âge de 20 ans. Les lésions sont principalement localisées sur le nez et les joues, le cou, le tronc et les oreilles. Et ce sont des lésions dont la difficulté à les reconnaître est liée au fait qu'elles ne sont pas aussi caractéristiques que les lésions, par exemple, de la sclérose tubéreuse de Bourneville. Ce sont des tumeurs bénignes développées à partir des follicules pileux et qui sont désignés sous les noms dermatologiques de fibrofolliculome et de trichodiscome. Alors vous voyez ces images chez ce patient, et il est certain que pour les non-spécialistes, et à commencer par moi, ces petites images cutanées n'attirent pas vraiment l'attention. Et on a l'impression que l'on rencontre tous les jours des dizaines de personnes qui ont ces petites anomalies. Parfois, elles sont un petit peu plus importantes. Parfois, elles sont localisées comme ici, un peu comme des grains de mil, et qui n'attirent pas énormément l'attention. Même chose, cette image pour un dermatologue est peut-être caractéristique, mais pour un pneumologue comme moi, c'était pas évident. Alors des critères diagnostiques ont été proposés, mais ces critères diagnostiques accordent une place très considérable aux lésions cutanées, et vous voyez que dans les critères majeurs, en première ligne, il y a les signes cutanés et, bien sûr, la mise en évidence d'une mutation. Dans les critères mineurs figure le caractère familial, mais figurent aussi les kystes pulmonaires, ainsi que la possibilité de cancer rénal.
les cancers rénaux apparaissent entre 25 et 75 ans, ce qui conduit à proposer chez ces patients une surveillance à partir de l'âge de 20 ans par une IRM annuelle. La pénétrance est estimée à 16% à 70 ans, donc c'est un risque très élevé de cancer rénal qui justifie absolument un dépistage. Alors si on vient aux manifestations pulmonaires, comme pour toutes les maladies kystiques multiples pulmonaires, le pneumothorax spontané est la principale manifestation pneumologique et il survient dans environ un tiers des cas. Il y a un risque accru de pneumothorax chez les patients qui ont une histoire familiale de pneumothorax. Un second pneumothorax survient dans 3/4 des cas et on trouve des kystes sur le scanner dans 77 à 100% des cas. Ces kystes sont particuliers et avec un peu d'expérience, ou quand on connaît la littérature, on peut en retrouver les caractéristiques. Ce sont des kystes à parois relativement fines. Ils ont été étudiés dans cette série de Tobino chez 12 patients, dont l'âge moyen était de 40 ans. Et le plus grand nombre et la plus grosse taille de ces lésions sont au niveau inférieur des poumons, en dessous de la carène, et dans la moitié interne des poumons. 40% de kystes bordent la plèvre, et ces kystes sont généralement connectés à la partie proximale des artères pulmonaires et des veines au niveau des lobes inférieurs. Donc, d'une manière concrète, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que quand on connaît l'histoire, on se dit que ces kystes sont quand même très particuliers. Ça n'est pas comme ça dans la lymphangioleiomyématose, et ces kystes ont donc cette particularité, notamment, comme vous le voyez ici, d'être au contact des vaisseaux. Ces kystes sont très généralement diagnostiqués par les radiologues non avertis comme des bulles bizarres d'emphysème. Et c'est vrai que parfois on a des images qui évoquent plutôt quelque chose de séquellaire, de banal, de destruction emphysémateuse. Alors Tobino a fait une étude très, très sérieuse des différences entre le syndrome de Burthock-Dubé et la lame. Vous voyez déjà qu'en ce qui concerne l'âge, le diagnostic du Burthock-Dubé se fait plus tard que pour la lame. L'histoire familiale, évidemment, est absente dans la lame sporadique, tout du moins. Le coefficient de Tifno est altéré au cours de la lame, mais il est normal au cours du BHD. Le coefficient de transfert du CO, fréquemment abaissé dans la lame, est normal ou légèrement abaissé au cours du BHD. Et cette prédominance pour la zone inférieure et centrale des poumons est observée chez les patients BHD, mais pas chez les patients lame. Alors il a fait quelque chose de encore plus poussé, et notamment il a regardé le pourcentage de zones kystiques dans les champs pulmonaires. Et vous voyez que l'importance est plus grande au cours de la lame. Il a compté le nombre de kystes, et vous voyez qu'au cours du BHD, on peut les compter. Au cours de la lame, c'est difficile de s'y amuser. Il a étudié aussi la taille moyenne, et vous voyez que la taille moyenne est plus élevée au cours du BHD que de la lymphangioleiomyématose. Et alors il a fait une étude concernant la circularité, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais une valeur de 1 indique un kyste parfaitement circulaire. Et vous voyez que, comme on l'a vu sur les images, les kystes du BHD sont beaucoup moins circulaires, beaucoup moins réguliers que ceux de la lame. Alors à côté du syndrome de Burthock-Dubé, tel que je vous l'ai décrit, et qu'il est dans la littérature sous le nom éponyme des dermatologues, il a été observé des kystes pulmonaires comme seule manifestation du syndrome de Burthock-Dubé. C'est une étude japonaise, et vous voyez ici 22 patients, 15 pneumothorax, des kystes chez 17 patients, et chez 4 patients qui avaient des kystes, il n'y avait pas de lésions cutanées.
Donc on s'aperçoit que ce fameux syndrome de Burthoff-Dubé, qui porte le nom d'anomalie cutanée, eh bien il n'y a pas toujours de lésion cutanée. Alors voilà un aspect thoracoscopique de kyste au cours d'un Burthoff-Dubé. C'est assez fréquent que les kystes soient aussi au contact du médiastin et il a été rapporté des pneumomédiastins. Alors ces kystes ont été étudiés sur le plan anatomopathologique par la même équipe japonaise et en particulier il y a des signes qui orientent vers une activité de l'activité de mTOR, peut-être Jean-Marc nous en parlera-t-il, c'est un point important puisque au cours de la lame, c'est un mode thérapeutique qui est maintenant établi et qui pourrait éventuellement être testé au cours du syndrome de Burthoff-Dubé. Alors, depuis assez longtemps, il y avait dans la littérature des cas de pneumothorax spontané familial et chez des patients qui avaient des kystes pulmonaires, qui n'avaient pas de signes cutanés, pas de signes rénaux, de tumeurs rénales, et chez lesquels existaient des mutations du gène FLCN. Voici le cas d'une de nos patientes, qui est une femme qui est née en 1951, non fumeuse, qui a présenté des pneumothorax droits récidivants depuis 1994. Elle en a fait 7. Elle a eu une pleurodèse en 1995. Le scanner a montré ce que le radiologue a interprété comme un emphysème. Elle a eu une pleurectomie en 2002, qui a mis en évidence de multiples images bulleuses à la surface pulmonaire. Et vous voyez ici, on est loin là des images caractéristiques du syndrome de Burthoff-Dubé, de ces grosses images. On a ici des petites images kystiques qu'on manquerait presque au niveau du parenchyme pulmonaire, mais qui sont quand même bien présentes. Ici, celle-ci n'est pas parfaitement circulaire, plus nombreuses au niveau de la partie inférieure des poumons et des zones centrales. Chez cette femme, nous n'avons pas trouvé de manifestation cutanée caractéristique. Il n'y avait pas d'atteinte rénale au scanner. La biologie moléculaire du gène FLCN a mis en évidence une délétion hétérozygote au niveau de l'exon 14 et il n'y avait pas d'histoire de manifestation pulmonaire familiale. Donc ce que je crois, c'est qu'en réalité, il faudrait supprimer ce terme de syndrome de Burthoff-Dubé. Vous me direz, on est dans une période où les nomenclatures voltigent, effectivement. On a déjà débaptisé le syndrome de Churg-Strauss, mais en tant que pneumologue, ça me gêne d'appeler syndrome de Burthoff-Dubé une pathologie pour laquelle ce que nous voyons, nous, ne comporte pas toujours de signes cutanés. Donc mon sentiment, c'est que oui au Burthoff-Dubé complet, avec l'atteinte cutanée, avec l'atteinte pulmonaire. Pour les personnes qui ont un pneumothorax spontané familial, je pense que c'est des lésions associées au gène de la folliculine et que lorsqu'il n'y a vraiment aucun caractère familial et aucun signe cutané, je pense qu'il faut parler de maladie kystique multiple pulmonaire associée au gène de la folliculine. Et je pense que la terminologie qui pourrait recouvrir l'ensemble serait les maladies kystiques multiples pulmonaires associées au gène de la folliculine. Très brièvement, je vous parlerai de l'histiocytose à cellules de Langerhans. Vous savez que c'est une maladie qui est liée à une prolifération des cellules de Langerhans qui se présente de manière différente chez l'adulte, où elle est essentiellement pulmonaire, et chez l'enfant, où elle est multisystémique, et l'atteinte pulmonaire résulte d'une bronchiolite. Le tableau survient chez les fumeurs, le pneumothorax initial est la manifestation dans 2/3 des cas, il y a des améliorations spontanées possibles, mais il y a aussi une possible évolution vers un trouble obstructif sévère et une réduction de la DLCO qui peut conduire à la transplantation. Le diagnostic est essentiellement sur l'imagerie pulmonaire pour ce qui concerne les formes limitées aux poumons. Il peut y avoir des signes extrapulmonaires comme le diabète insipide ou l'atteinte osseuse qui orientent vers la granulomatose à cellules de Langerhans et dans beaucoup de cas, la biopsie pulmonaire n'est pas nécessaire. Les lésions prédominent au niveau des sommets des parties moyennes des poumons, à l'inverse du Burthoff-Dubé. Il y a une évolution séquentielle qui est très importante, qui fait passer des nodules centrilobulaires à des nodules troués,
qui sont des kystes à parois épaisses, et à des images de kystes à fines parois. Donc vous avez ici, de manière tout à fait caractéristique, des images d'histiocytose, avec ces nodules troués à parois épaisses qui, lorsqu'on les trouve sur une ou deux coupes, sont très en faveur du diagnostic d'histiocytosique. Ces images, d'autre part, sont des images irrégulières, qualifiées de bizarres par les radiologues anglo-américains. Et vous voyez que certaines images certains kystes n'ont pas de parois, alors que d'autres ont des parois plus épaisses, et ce sont ces parois plus épaisses qui doivent attirer l'attention. Ça, c'était les trois grandes maladies qui donnent des images kystiques multiples pulmonaires. Mais il y en a pas mal d'autres, et je pense qu'il faut connaître un peu la liste de ces maladies qui peuvent constituer des pièges. Notamment, on peut en voir au cours de pneumopathie interstitielle, et plus particulièrement de la pneumopathie interstitielle lymphoïde, dont on sait qu'elle est associée au syndrome de Sjögren et à la maladie de Castleman. Plus rarement, on peut en voir au cours des pneumopathies interstitielles desquamatives, au cours des pneumopathies d'hypersensibilité. Ces pneumopathies lymphoïdes interstitielles résultent d'une hyperplasie du tissu lymphoïde associé aux bronches. Il y a un chevauchement avec les bronchiolites folliculaires, et ces kystes sont donc associés à la pneumopathie interstitielle, comme je vous l'indiquais. Mais il peut exister d'autres anomalies, comme des opacités en verre des polis, des nodules centrolobulaires, un épaississement des septa, et ainsi de suite. Au cours du syndrome de Sjögren, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie kystique multiple pulmonaire peut être la manifestation la plus importante, la plus évidente. Comme on le disait, ces kystes peuvent être associés avec des lésions interstitielles, mais parfois, ils s'intègrent dans un contexte de maladie bronchiolaire, de lymphome ou d'amylose. Voilà par exemple une de mes patientes qui présente cette image, qui est vraiment une maladie kystique multiple pulmonaire très importante, qui est survenue au cours d'un syndrome de Gougerot-Sjögren. Voilà un aspect très particulier. Au point de vue de la biopsie pulmonaire, vous voyez ici au niveau des bronchioles une infiltration lymphoïde folliculaire, comme on en voit dans les bronchiolites folliculaires. Ici, à un plus fort grossissement, ce sont bien des lymphocytes, et vous voyez ces images de type kystique. Mais en plus, chez cette patiente, il y avait cette image qui, dans ce contexte de maladie de type syndrome de Gougerot-Sjögren, faisait poser la question d'un lymphome. En fait, la biopsie pulmonaire a montré une substance aniste, sans cellules, et la coloration avec rouge Congo et examen en lumière polarisée a montré qu'il s'agissait d'une masse amyloïde associée à une maladie kystique multiple pulmonaire au cours d'un syndrome de Gougerot-Sjögren. À côté de ces causes de maladies kystiques multiples pulmonaires, citons les maladies d'origine infectieuse. Autrefois, on parlait beaucoup de la pneumococcie, de la staphylococcie bulleuse du nourrisson, qui est devenue beaucoup moins fréquente, mais qui est une cause de maladie kystique multiple pulmonaire, avec notamment des pneumothorax, mais d'autres pneumopathies infectieuses, microbiennes, peuvent donner lieu à ces anomalies. Au moment où le sida est apparu, on a découvert beaucoup d'infections à pneumocystis gyrovesi chez les patients sida, mais qu'on peut voir aussi chez les patients ayant des déficits immunitaires non sida. Et les patients atteints de sida au début de l'épidémie de la maladie ont développé des maladies kystiques multiples pulmonaires, ont développé des pneumothorax récidivants, et quand on reprend la littérature de l'époque, des années 1980, c'était vraiment un problème majeur. On peut voir aussi une maladie kystique multiple pulmonaire dans le syndrome hyper-IgE, c'est-à-dire plusieurs milliers d'unités internationales par millilitre d'IgE, et qui se caractérise par un déficit immunitaire avec des infections pulmonaires et cutanées, et qui est en lien avec une mutation du gène STAT3 qui est retrouvé dans ce contexte. La papillomatose pulmonaire est une maladie très méchante. La papillomatose laryngo-trachéale est une maladie récidivante
très difficiles à contrôler, mais dont les conséquences sont rarement mortelles. Mais parfois, il peut exister une extension à partir du larynx dans les structures trachéobronchiques, avec une atteinte pulmonaire qui est caractérisée par des kystes à parois plus ou moins épaisses et des nodules. Voici un aspect très caractéristique de ces kystes, et parfois c'est une maladie absolument dramatique, comme chez cet enfant, où vous avez une destruction totale du parenchyme pulmonaire. Alors un point de difficulté supplémentaire est que ce papillomavirus peut être inducteur de cancer, et nous avons par exemple actuellement en charge une patiente qui est une jeune femme qui avait une forme laryngée, qui a évolué au niveau pulmonaire avec des images kystiques et qui a développé un cancer qui a fait l'objet d'une exérèse chirurgicale, mais qui garde une maladie et une menace de cancer, et pour laquelle on est en train de mettre en route un traitement de vorinostat. Il y a aussi des maladies kystiques multiples pulmonaires d'origine maligne, et notamment les métastases des sarcomes, c'est-à-dire qu'il n'est pas exceptionnel qu'un angiosarcome, un sarcome épithélioïde, ou n'importe quel type de sarcome, et d'autres maladies malignes, puissent se révéler par une maladie kystique multiple pulmonaire. Vous voyez ici, c'est pour un angiosarcome. Vous avez ces kystes multiples et le pneumothorax qui a conduit à leur découverte. Je crois que c'est un angiosarcome du scalp. Même chose ici, on a des images kystiques multiples pulmonaires qui sont des métastases de sarcome qui peuvent être révélatrices. Je dirais quelques mots des images kystiques multiples pulmonaires associées aux dépôts immunoglobuliniques monoclonaux. Les plus classiques, c'est évidemment l'amylose, où on a des dépôts amorphes qui fixent le rouge Congo, qui sont fibrillaires en microscopie électronique, qui peuvent donner des images interstitielles diffuses, mais exceptionnellement des maladies kystiques multiples pulmonaires. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de nouveau, ou relativement nouveau, que sont les dépôts non amyloïdes monoclonaux d'immunoglobulines. Ces dépôts sont amorphes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fibrillaires, mais granuleux en microscopie électronique, et ils ne fixent pas le rouge Congo. Le diagnostic immunohistochimique est donc très difficile, et la maladie peut se présenter comme une maladie kystique multiple pulmonaire. Ça a été en particulier Magali Colomba, anatomopathologiste à l'hôpital Tenon, qui a bien décrit cette maladie kystique multiple pulmonaire qu'il faut diagnostiquer par les immunomarquages et aussi par la mise en évidence des images sur l'histopathologie. Voilà ces aspects ici de maladie kystique multiple pulmonaire qui fait évidemment beaucoup plus penser à une forme bizarroïde d'emphysème. Je vous en présente un cas, c'est une femme qui est née en 1967, fumeuse. Donc, quand on voit une maladie kystique multiple pulmonaire, on pense volontiers à d'autres causes en présence d'un tabagisme, qui nous est adressé en 2007, pas de dyspnée, tests fonctionnels pulmonaires normaux. Et là, vous voyez qu'on est bien embêté, après tout ce que je vous ai dit, pour caractériser ces lésions. C'est-à-dire qu'elles ne ressemblent pas à un Burtog du B, ça ne ressemble pas non plus à une lymphangiodéiomyématose. Vous voyez une particularité, à savoir qu'elles sont connectées avec les voies aériennes principales. Et chez cette femme, on a trouvé des dépôts amorphes et eosinophiliques, ne fixant pas le rouge Congo, sans biréfringence verte en lumière polarisée, pas de signe de lymphome, quelques lymphocytes dispersés. Alors vous voyez ici un aspect de ces kystes, et avec, à la paroi, toutes ces petites images roses de dépôts amorphes très particuliers que vous voyez ici, pseudo-lamellaires, en un plus fort grossissement. Et en microscopie électronique, vous avez ici un vaisseau qui est atteint avec ces dépôts concentriques, granuleux, qui n'ont rien à voir avec les dépôts que l'on peut observer au cours de l'amylose. Donc c'est une maladie qui est tout à fait particulière et il faut savoir y penser, poser la question à l'anatomopathologiste. Alors chez notre patiente, on a recherché une clonalité lymphoïde et effectivement, il a été mis en évidence sur la biopsie pulmonaire une clonalité lymphoïde B par l'étude des réarrangements
de chaîne légère d'immunoglobuline, chaîne lourde d'immunoglobuline, et en réalité, il n'a pas été identifié de clone B malin, ou que ce soit au niveau du sang ou de la moelle osseuse, donc c'est une maladie strictement pulmonaire, quoique plurifocale. Donc pour conclure, je vous présenterai juste ce tableau qui donne les signes distinctifs des principales maladies kystiques multiples pulmonaires, à savoir la lame sporadique et ou associée à la sclérose tubéreuse de Bourneville, la granulomatose à cellules de Langerhans et le syndrome de Burthock-Dubé. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à retrouver tout ça dans le chapitre de la monographie de l'ERS sur les maladies orphelines pulmonaires. Et en conclusion, je vous dirais que la maladie kystique multiple pulmonaire est une maladie très rare, mais qui résulte de maladies rares par elles-mêmes, que les difficultés diagnostiques sont très variées. Dans certains cas, le diagnostic est immédiat, dans d'autres, il est plus difficile. Et il existe un certain nombre de cas pour lesquels, malgré une bonne expérience déjà et des recherches exhaustives, on ne trouve pas d'explication. Donc il reste encore beaucoup à trouver dans ce domaine. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Cordier, de nous avoir aussi autant simplifié ce chapitre un peu compliqué. Et je laisse la parole à l'audience. S'il y a des questions, on aura un peu plus de temps. Malheureusement, le docteur Abdelkarim Bahlaoui ne pourra pas venir nous donner sa conférence, donc on aura un peu plus de temps pour les questions et pour la conférence suivante. Je vous remercie pour cet exposé. Ma question est, je vois quand faire une biopsie pulmonaire, quand on a une maladie kystique symptomatique chez des patients, évidemment, histiocytose ou lymphe. Mais dans les dernières pathologies que vous avez présentées, c'était des malades qui avaient des kystes avec une fonction pulmonaire qui était relativement normale, sans aucune autre maladie extra-pulmonaire. Quand vous poussez vers une biopsie, et est-ce qu'il y aura un traitement à proposer après cette biopsie? Parce qu'au Liban, si on va faire une chirurgie sans proposer un traitement après aux patients, ça prête un peu à critique. Merci. C'est une bonne remarque de clinicienne expérimentée, on est bien d'accord. Le point est le suivant, c'est que actuellement, la durée de vie des femmes augmente de façon très considérable dans tous les pays du monde. Et quand on trouve chez une femme jeune de 45 ans ou 50 ans une maladie kystique multiple pulmonaire, on pense qu'elle devra vivre avec encore pendant 35 ans ou plus. Donc, je crois que on se donne jamais, nous ne faisons chez une personne asymptomatique pour laquelle le bilan non invasif n'a pas permis de diagnostic, nous ne faisons jamais de biopsie pulmonaire systématique. Jamais. Par contre, on étudie l'évolutivité des lésions. Et si les lésions sont évolutives, c'est-à-dire s'il y a une augmentation du nombre des kystes, de la taille des kystes, je pense que c'est important de faire un diagnostic, et notamment parce que ça peut déboucher sur des options thérapeutiques. Comme je vous l'ai dit, par exemple, dans le syndrome de Burthock-Dubé, il est clair que la voie mTOR est impliquée. Comme on le verra au cours de la lame, dans cette maladie, le traitement par sirolimus est efficace. Donc, probablement, on pourra tester ce type de traitement chez les personnes atteintes de maladies kystiques multiples pulmonaires de type syndrome de Burthock-Dubé. D'autre part, la patiente dont je vous ai montré le dernier cas, là, de maladie de dépôt immunoglobulinique non amyloïde, ce sont des personnes qui ont une maladie possiblement évolutive. J'ai une patiente qui a développé cette maladie, qu'on a diagnostiquée à un stade trop tardif, ça n'était pas encore bien décrit, et c'était une forme spéciale qui est différente de la forme kystique multiple pulmonaire, qui est une forme des voies aériennes qui aboutit à des bronchectasies saculaires, quelque chose d'assez spectaculaire, mais cette femme a nécessité une transplantation parce qu'on n'avait pas eu un diagnostic suffisamment précoce pour agir sur le lymphome. Donc, je partage totalement votre avis. Image kystique multiple pulmonaire sans conséquence, pas d'intervention pour une curiosité diagnostique.
Mais s'il y a une progression, je crois qu'il faut absolument chercher à savoir ce qu'il en est, surtout qu'une biopsie chez quelqu'un qui a une fonction pulmonaire normale, ce n'est pas quelque chose de très agressif. Donc il faut être vigilant, ne pas laisser s'installer des maladies évolutives dont on serait amené à regretter qu'elles aient des conséquences graves. Mais c'est vraiment à juger au cas par cas. Thank you, Doctor, for very nice presentation of the multisystem lung disease. But I add other thing in our country, in Iraq. I put the first cause of the multisystem lung disease is the hydatid cyst, because every day or every week we see a case or two cases of the hydatid disease in the lung. And I see many cases of the multiple cysts. And I see about 4 to 5 cases. There are about more than 30 cysts in the both lung. And these cysts usually either discovered by chest X-ray, or sometimes may present with respiratory symptoms, or may cause infection like lung abscess, or sometimes may be rupture to the bronchus or to the pleural cortical pleural effusion. And the diagnosis in our country we do by the CT scan or MRI. And it's very common. And here about the treatment, when it is one cyst, they do operation with them. But with multiple cysts, and it was difficult to do operation, we give him antiprozoal, like the drug. Because I have a case, we give him a drug. Most of the cysts are cuffed, and some of them are becoming shrinkage. More than 30 cysts were present in the both lungs. Yes, sir. Of course, this is a family of disorders that I do not know well. But what I know is that the cysts are usually filled with liquid. And the cysts I'm talking of are cysts which are aeric cysts. I know that in hydatid disease there may be a break of the cyst with ensuing loss of water, and with the special aspect of the membrane which is floating on the air level. But the main difference is that I'm not speaking of cysts containing any liquid or matter, but my talk is strictly devoted to aeric cysts. Merci, professeur Cordier. Nous allons passer à la dernière conférence par Jean-Marc Nakache, qui s'occupe actuellement du pôle maladies rares à l'hôpital Tenon et qui va développer à son aise la lame. À son aise. Merci beaucoup à tous les organisateurs de cette séance de m'avoir invité, spécialement mes amis franco-libanais, pneumologues franco-libanais. Il est toujours très difficile de parler après le professeur Cordier. Je pensais qu'il allait y avoir un autre speech entre les deux. En tout cas, je remercie aussi le professeur Cordier de m'avoir initié aux maladies rares, puisque c'est chez lui que j'ai commencé. Il a dirigé ma thèse, et puis j'ai continué mon chemin dans la région parisienne. Donc, je vais vous parler de la lymphangioliomyématose, dont il est le spécialiste français, et voire européen même. Et on va essayer de faire une revue générale de cette maladie en passant l'ensemble des manifestations et de l'abord diagnostic, un peu de physiopathologie et du traitement. Cette maladie a une actualité assez riche, notamment
sur les critères diagnostiques, sur la physiopathologie et sur le traitement. Donc la définition de la lymphangioliomématose, c'est une maladie pulmonaire rare, voire très rare, caractérisée par la prolifération de cellules de type musculaire lisse qui entraîne la formation de kystes pulmonaires multiples. Il y a une forme sporadique et, comme vous l'a dit le professeur Cordier, une forme associée à la sclérose tubéreuse de Bourneville. Alors la sclérose tubéreuse de Bourneville, c'est une maladie systémique, autosomique dominante, à expressivité variable, qui est due à la mutation de deux gènes, soit le TSC1 qui code pour la lamartine, soit le TSC2 qui code pour la tubérine. Et le complexe qui est formé par ces deux protéines inhibe la voie mTOR qui, elle, est responsable d'une croissance et d'une prolifération cellulaire. Lorsqu'il y a une mutation du TSC1 ou du TSC2, ce complexe ne fait pas son rôle, il y a une stimulation de mTOR, et dans cette maladie qui est la sclérose tubéreuse de Bourneville, l'apparition d'amartomes viscéraux. Cette maladie touche les enfants et les adultes. Elle est responsable de tubaires corticaux ici, qui vont se manifester soit sous forme d'épilepsie, de retard mental ou d'autisme, avec ici des angiofibromes cutanés au niveau de la face, chez cette personne qui est la même personne quelques années plus tard, des lésions tumorales, le plus souvent rénales, des angiomyolipomes, mais aussi des atteintes tumorales, des rhabdomyomes cardiaques, et une atteinte pulmonaire qui est la lame, dont on dit dans les séries plus anciennes que 2013 qu'elle survient dans 30 à 40% des cas des scléroses tubéreuses de Bourneville, mais qu'elle est symptomatique réellement uniquement dans 2 à 3% des cas. Concernant l'épidémiologie de la lame, qui regroupe donc les formes sporadiques et les formes associées à la sclérose tubéreuse de Bourneville, la lame atteint uniquement la femme. Il y a des descriptions exceptionnelles chez l'homme au cours de la sclérose tubéreuse de Bourneville. Sa prévalence, vous voyez, est faible, 1 pour une femme atteinte pour 400 000 femmes adultes, ce qui fait un peu moins de 100 patientes en France, a priori, avec un âge moyen de 34 ans et quelques cas décrits après la ménopause. Et le plus souvent, quand ces cas surviennent ou sont symptomatiques après la ménopause, c'est qu'il y a eu un traitement hormonal œstrogénique. Alors, il y a 7 séries de la littérature qui reprennent environ 600 patients et qui nous ont permis de mieux décrire cette maladie. Sur le plan des symptômes respiratoires ou des manifestations respiratoires, la manifestation la plus fréquente est la dyspnée, qui survient aux environs en moyenne dans 40 à 50% des cas comme manifestation initiale. La seconde manifestation respiratoire est le pneumothorax qui survient, lui, en moyenne dans 40% des cas en manifestation initiale. La toux est moins fréquente, 10 à 30% des cas. Les douleurs thoraciques aussi, environ dans 10 à 30% des cas. Les hémoptysies ne sont pas exceptionnelles, en moyenne dans 10% des cas, et les chylothorax dans moins de 5% des cas. Sur le plan fonctionnel respiratoire, l'anomalie la plus fréquente est la diminution de la DLCO, qui est diminuée dans 80 à près de 100% des cas. La deuxième anomalie est le trouble ventilatoire obstructif dans environ 60% des cas. On peut avoir soit un trouble mixte, soit un trouble ventilatoire restrictif, qui est le plus souvent secondaire à une histoire pleurale, soit une chirurgie pleurale, soit des antécédents de chylothorax ou de pneumothorax. Et on peut voir, et on l'explique bien, une distension du fait de l'importance des kystes. L'exploration fonctionnelle respiratoire peut être normale, et une chose très importante qui va être très importante aussi sur le traitement des symptômes de la lymphangioliomématose, le trouble ventilatoire obstructif est retrouvé comme réversible, significativement réversible dans 30% des cas. Sur le plan de la radiographie pulmonaire, c'est difficile. Le plus souvent, la radiographie pulmonaire est normale. On ne voit pas les lésions kystiques, elles sont très rarement visibles. Ce qu'on peut voir, ce sont des réticulations
sous forme de ligne B de Kerley par obstruction lymphatique, ou alors des réticulations diffuses, comme une pneumopathie infiltrante diffuse, qui, elle, est le fait d'une superposition des kystes. On pourra voir, lorsque la lame est évoluée, une distension, mais ce qui sera plus facile pour notre œil sur la radiographie pulmonaire, ce sont les manifestations pleurales, les pleurésies ou le pneumothorax. Le scanner est la pierre angulaire du diagnostic et des manifestations de cette maladie. On retrouve donc des kystes dont Jean-François Cordier nous a largement parlé. Ce sont des kystes aériques qui sont le plus souvent multiples, toujours multiples, à parois fines, le plus souvent inférieur à 2 mm, même s'il a été décrit des parois un peu plus épaisses, entre 3 et 4 mm. Ces kystes sont diffus, bilatéraux, ont une distribution aléatoire, sont de forme arrondie, et ils ont un diamètre de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Et effectivement, on définit l'aspect caractéristique de l'âme par la présence de plus de 10 kystes et un aspect compatible avec un diagnostic de l'âme lorsqu'on a entre 2 et 10 kystes. Vous voyez ici une forme très très évoluée de l'âme. Le scan a aussi est aussi un critère de sévérité. Il y a des grades pour l'atteinte parenchymatose. Lorsqu'on a une atteinte parenchymatose de moins de 30% du parenchyme, c'est un grade 1. De 30 à 60%, c'est un grade 2. Plus de 60%, c'est un grade 3. Et ça pourra être important aussi dans notre approche pronostique et thérapeutique. Alors, il y a d'autres anomalies au niveau du scanner thoracique. Il y a bien sûr les anomalies pleurales. Ici, c'est une patiente qui a été opérée à l'hôpital Tenon d'un pneumothorax. Et on peut voir soit un pneumothorax, soit une pleurésie, qui est le plus souvent due à un chylothorax. Et on peut voir des adénopathies médiastinales. Il y a des anomalies beaucoup plus rares, qu'on connaît moins, qui sont des nodules non calcifiés, sous forme de nodules en verre dépoli, qui sont des hyperplasies des pneumocytes 2 et qui sont beaucoup plus fréquents en cas de sclérose tubéreuse de Bourneville, mais qu'on peut voir associés aux lésions kystiques. Concernant les manifestations extrathoraciques, elles sont présentes dans 70% des cas de l'âme, et ce sont des manifestations intra-abdominales principalement. Ce sont les angiomyolipomes rénaux au premier plan, qui sont des tumeurs qui comportent des cellules l'âme dont on va parler, des cellules graisseuses et des vaisseaux sanguins, qui sont présentes dans 30 à 50% au cours de la lame sporadique, mais qui sont beaucoup plus fréquentes dans les scléroses tubéreuses de Bourneville, dans 80% des cas. Le plus souvent, ce sont des angiomyolipomes de petite taille asymptomatiques. Vous voyez ici, sur le rein gauche, des petits angiomyolipomes, mais ils peuvent être volumineux, et lorsqu'ils font plus de 4 cm, il y a un vrai risque de complications à type de saignement. Dans les autres manifestations abdominales extrathoraciques, il y a les adénopathies intra-abdominales, dans 20 à 40% des cas. Il y a des lymphangiomes qui sont sous forme de masse plus ou moins kystique, abdominale ou pelvienne, qui sont là plus fréquentes dans la lame, 30% des cas environ, que dans la sclérose tubéreuse de Bourneville, 9% des cas, qui suivent les voies lymphatiques et qui, comme nous l'a dit Jean-François Cordier, ce qui est très très intéressant, c'est de voir qu'ils varient dans la journée et très probablement, même certainement, en fonction de l'alimentation. On peut retrouver au niveau abdominal des acides chyleuses. Sur le plan pulmonaire, nous avons, je crois, la même photo. Il y a des lésions, sur le plan de l'histologie, il y a des lésions kystiques pulmonaires avec une prolifération nodulaire de cellules lames au niveau des bronchioles, des lymphatiques et des vénules. Vous voyez ici une prolifération nodulaire par ces cellules. Alors, que sont ces cellules ? Il y a actuellement une redéfinition de ces cellules lames. On se pensait initialement qu'il y avait 2 types de cellules différentes. Elles sont probablement communes. Ce sont les cellules lames ou les cellules PEC, cellules épithélioïdes périvasculaires, il y a 2 phénotypes. Un phénotype à type de cellules fusiformes, à noyau allongé, de type musculaire lisse, et un phénotype plutôt arrondi, ici, à cytoplasme libre ou granulaire, avec un noyau central rond ou ovale, et qu'on dit de type épithélioïde.
voyez ici la biopsie pulmonaire de la dame dont je vous ai montré le scanner, qui, pendant sa grossesse, a fait un pneumothorax bilatéral. Et ça, c'est la première symphyse pleurale avec la biopsie pulmonaire. Et la caractéristique de ces cellules, c'est qu'elles marquent en immunohistochimie l'alpha-actine, mais aussi la desmine, la vimentine, qui sont des marqueurs de cellules musculaires lisses. Elles marquent l'HMB45, qui est un anticorps qui reconnaît l'antigène des mélanocytes matures et qui a été un élément très important dans l'abord diagnostic et dans le diagnostic histologique des lames. Ces cellules marquent aussi les récepteurs à l'œstrogène et les récepteurs à la progestérone. Même si c'est inconstant, on le retrouve souvent. Alors voici les critères diagnostiques de l'âme qui ont été établis notamment dans les recommandations européennes et reprises aussi dans la recommandation française au niveau de la Haute Autorité de Santé. Lorsque l'on a un scanner caractéristique ou compatible avec une histologie pulmonaire, ou lorsqu'on a un scanner caractéristique donc avec plus de 10 kystes, un angiomyolipome rénal ou un épanchement chyleux, ou un lymphangioleuméome intra-abdominal ou une sclérose tubéreuse de Bourneville, on peut affirmer le diagnostic de l'âme. La lame est certaine. Lorsqu'on a un scanner caractéristique, plus de 10 kystes, un tableau clinique compatible qui est soit des pneumothorax récidivants, soit un trouble ventilatoire obstructif, ou un scanner uniquement compatible, moins de 10 kystes, avec un angiomyolipome rénal ou un épanchement chyleux intrathoracique ou intra-abdominal, la lame est probable. Et lorsque l'on a uniquement des kystes, de 2 à plus de kystes, et qu'on n'a aucun autre signe, ni extrathoracique, ni de preuve histologique, la lame est possible. Alors ces recommandations, ces critères diagnostiques ont été établis un petit peu avant l'émergence de ce marqueur sanguin qui est le VEGFD. Le VEGFD est un facteur de croissance des vaisseaux lymphatiques et qui a été retrouvé très augmenté au cours de la lame. Vous voyez ici une série qui reprend environ 150 à 200 patients, avec une série rétrospective et une série prospective associées. Et vous voyez que dans la lame, le VEGFD est augmenté, le plus souvent supérieur à 800. Dans l'histiocytose langerhancienne, le VEGFD n'est pas augmenté. Dans la maladie de Sjögren, dans le Burgt-Hogg-Dubé, dans l'emphysème et chez les patients sains, il n'y a pas d'augmentation du VEGFD. Et donc il semble que cette valeur de VEGFD supérieure à 800 pourrait être un excellent critère diagnostique. De la même manière, et dans cette série, lorsqu'ils reprennent leur cas, ils concluent que ce dosage pourrait éviter 70% des biopsies pulmonaires chirurgicales. Concernant la sclérose tubéreuse de Bourneville, lorsqu'elle est associée à une lame, une atteinte pulmonaire kystique, le VEGFD est aussi augmenté, alors que quand il n'y a pas d'atteinte pulmonaire, le VEGFD est normal. Quelle est l'histoire naturelle de la lymphangioleumématose? Tout d'abord, le délai diagnostique, du fait probablement de notre méconnaissance au départ d'une malade qui va se présenter sous forme d'un trouble ventilatoire obstructif ou d'un premier épisode de pneumothorax, le délai diagnostique reste assez long, de 3 à 6 ans. Il y a une vraie variabilité interindividuelle. Il y a une série de 180 patients qui ont un angiomyolipome rénal sporadique, chez qui les auteurs ont réanalysé les coupes parenchymateuses, soit les coupes basses, les coupes hautes abdominales où on voyait un petit peu de thorax, soit sur un scanner thoracique, et ils retrouvent 5% de lésions kystiques, soit entre 2 et plus. Donc 5% des patients ont une lame probable ou certaine, mais totalement asymptomatique. Et ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que le suivi de ces malades a montré qu'il n'y avait pas d'évolution. C'était des malades qui restaient totalement asymptomatiques. Par contre, lorsque les patientes rentrent dans la maladie avec une sémiologie respiratoire, le plus souvent, il y a une aggravation progressive. L'aggravation progressive est tout d'abord clinique. Vous voyez ici qu'après les barres bleues, c'est la symptomatologie initiale, la dyspnée, la toux, les douleurs thoraciques, l'hémoptysie, le pneumothorax, le chylothorax, et les barres rouges sont lors du suivi. Environ
8 à 10 ans après, dans les séries qui nous permettent d'avoir ce suivi. Il y a une revue de la littérature en 2006 qui a fait une synthèse de toutes ces séries, et vous voyez qu'après 8 à 10 ans, près de 90% des malades ont une dyspnée, près de 70% des malades vont faire un pneumothorax, 50% des malades vont avoir une toux, les douleurs thoraciques surviennent chez 30% des malades, les hémoptysies chez 20% des malades, et les chylothorax environ chez 25 à 30% des malades. Et les symptômes augmentent constamment tout au long de l'évolution de cette maladie. Dans la série anglaise, publiée en 2004, ils ont regardé le score de dyspnée MRC tout au long de l'évolution de ces malades, et vous voyez que ici, on va s'attacher surtout au stade MRC3, qui est une dyspnée avec marche sur terrain plat, qui est plus importante que les sujets du même âge. Et vous voyez qu'après 10 ans d'évolution d'une lame, environ 50 à 60% des patients vont avoir ce type de dyspnée. La diminution du VEMS tout au long de l'évolution de la lame est d'environ 75 à 120 millilitres par an, ce qui est plus important que le sujet 5, qui est même plus important que la BPCO. Une petite aparté sur la grossesse au cours de la lymphangioléomématose. Il y a un vrai effet de la grossesse au cours de la lymphangioléomématose, mais c'est surtout un effet qui survient au cours de la grossesse. C'est-à-dire que pendant la grossesse, les patientes ont une augmentation du risque de pneumothorax et de chylothorax, une aggravation de la dyspnée. Ce n'est pas constant, elles peuvent avoir une augmentation de ce risque, elles peuvent avoir une aggravation de la dyspnée, et elles ont une augmentation du risque de saignement d'un angiomyolipome rénal. Ce qu'on ne sait pas, c'est si la grossesse modifie vraiment le pronostic à long terme de ces patientes. Concernant ce pronostic, vous voyez que, toujours sur la série anglaise, à 10 ans, environ 20% des patients seront oxygénodépendants. Et la survie à 10 ans, qui était très péjorative sur les premières séries, est actuellement considérée comme étant aux environs de 75 à 91%, donc qui n'est pas une maladie rare. Au cours de cette maladie, peut survenir une hypertension artérielle pulmonaire, et ça c'est une étude coordonnée par Jean-François Cordier avec une collaboration franco-italienne qui reprend tous les patients qui ont une lame avec une hypertension artérielle pulmonaire, qui correspond à peu près à 7% des patients suivis pour lame. L'HTAP est corrélé à la gravité de la fonction respiratoire. Il faut surtout suspecter cette hypertension artérielle pulmonaire lorsque la PAPS échographique est supérieure à 40 mm de mercure. Et surtout, cette hypertension artérielle pulmonaire aggrave très franchement le pronostic, puisque la survie sans transplantation de ces malades est uniquement de 56% à 3 ans. On va s'attacher maintenant au traitement au niveau pulmonaire. Il y a 3 piliers au niveau du traitement pulmonaire de la lame. Le traitement symptomatique, les traitements spécifiques, un petit mot sur l'hormonothérapie qui était le traitement historique de la lame, les inhibiteurs de mTOR et la transplantation. Concernant la dyspnée, nous avons vu que les patients présentaient le plus souvent un trouble ventilatoire obstructif. Parfois, il était réversible et donc il y a une vraie place pour les bronchodilatateurs et a priori pour les bêta-2 agonistes. Bien sûr, l'oxygénothérapie en cas d'hypoxémie. Concernant le chylothorax, il y a des règles hygiéno-diététiques avec un régime pauvre en graisse, des triglycérides à chaîne moyenne. On peut utiliser aussi les diurétiques et on est amené parfois, lorsque le chylothorax récidive, à faire une symphyse pleurale. On va s'arrêter un peu sur le pneumothorax, qui est un vrai problème au cours de la lame et qui récidive dans environ 70% des cas. Toujours dans cette série anglaise, sur 47 premiers épisodes de pneumothorax, on va regarder d'abord la figure, le bas de la figure. Les patients au bas de la figure étaient traités de façon médicale. Sur les 30 patients traités médicalement après un premier épisode de pneumothorax, 2/3 des patients vont récidiver. Près de 70% des patients vont récidiver. Après le deuxième épisode de pneumothorax, lorsqu'on les traite médicalement, toujours près de 2/3 des patients vont récidiver.
Et si on continue à traiter les patients de façon médicale, il y aura toujours 2/3 de récidive. Par contre, sur le haut de la figure, lorsque l'on traite les patients chirurgicalement, on a 17 patients traités chirurgicalement et 3 sur 17, ce qui fait à peu près 15 à 20% des cas, vont récidiver. Et vous voyez qu'après le 2e, 3e épisode, il n'y a plus de récidive après traitement chirurgical. 15% de récidive après un traitement chirurgical, c'est quand même beaucoup, puisque on dit que dans un pneumothorax spontané idiopathique, il n'y a quasiment pas, ou moins de 3% de récidive après un traitement chirurgical. Le problème de la chirurgie du pneumothorax au cours de la lame, c'est que ça augmente très franchement les risques de la transplantation, même si les techniques s'améliorent actuellement. Alors, des recommandations ont été établies pour le traitement du pneumothorax. En cas de premier épisode, il faut faire un traitement médical. Alors là, il y a une discordance entre les recommandations européennes et les recommandations françaises. Le traitement médical dans les recommandations européennes peut être soit un drainage, soit une symphyse chimique, qui est le plus souvent du talc. Et dans les recommandations françaises, on considère qu'il faut faire un drainage simple. En cas de récidive, par contre, il faut réaliser une symphyse chirurgicale. Concernant le traitement hormonal, je vous ai dit que c'était un traitement historique, il a été très largement utilisé. La raison pour laquelle ça a été utilisé, c'est que d'abord, la lame touche d'abord la femme en préménopause, qu'il y a une aggravation en cas de grossesse et au cours des traitements par œstrogène, et qu'il y a surtout des cas rapportés d'amélioration dans les formes rapidement progressives. Mais malheureusement, pour l'hormonothérapie, il n'y a pas d'essai randomisé contrôlé, il y a 2 études rétrospectives négatives, et il y a surtout des effets indésirables, avec notamment des aggravations d'ostéoporose et de méningiome, qui sont 2 manifestations qui sont surreprésentées au cours de la lame. Donc ce traitement, aujourd'hui, je pense qu'il va totalement disparaître de l'arsenal thérapeutique, probablement disparaître de l'arsenal thérapeutique de la lame. On en vient donc aux inhibiteurs de mTOR. Chose très intéressante, très récemment, dans ces 10 dernières années, a été découvert la présence de mutations du TSC2, donc qui code pour la tubérine, au niveau des cellules de l'âme, soit au niveau des lésions de l'âme pulmonaires, soit au niveau des angiomyolipomes, mais aussi au niveau des cellules de l'âme circulantes. Il y a eu donc un essai randomisé, contrôlé en double aveugle, qui pose les bases de l'intérêt de ce traitement au cours de la lame. Donc c'est un essai où il y a 2 phases, une phase de 12 mois de traitement, une phase de 12 mois d'observation après arrêt du traitement. 43 patients étaient inclus dans le bras placebo, 46 patients dans le bras sirolimus. Vous voyez que l'âge est à peu près identique, 45 ans. La sclérose tubéreuse de Bonneville est représentée dans environ 10% des cas. Le VEMS est assez bas, 47%. La DLCO aussi à 43%. Et le VEGFD est augmenté et les groupes sont comparables. Une phase de traitement de 12 mois, puis une phase d'observation de 12 mois. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici vous avez les patients sous placebo, ils ont une décroissance du VEMS. Cette décroissance du VEMS, ici d'environ, comme dans ce qui a été décrit dans les séries précédentes, 110 ml dans l'année, alors que dans les patients qui sont sous sirolimus, il y a une stabilité du VEMS que vous voyez ici. Concernant la CVF, c'est identique, il y a une diminution de la CVF au cours des 12 mois de traitement, alors qu'elle s'améliore sous sirolimus. Ce qui est intéressant, c'est que quand on arrête le sirolimus, finalement les patients ont une décroissance du VEMS à peu près identique, est totalement parallèle aux patients qui ont été sous placebo, et cette différence est d'ailleurs non significative par la suite. Le VEGFD suit la même évolution, il diminue très franchement sous sirolimus et reste stable sous placebo. Il n'y a pas de différence significative de la DLCO, et les kystes n'ont pas été évalués dans cette série. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a tout de même de nombreux effets secondaires, qu'il faudra probablement réserver ce traitement à certaines formes particulières très progressives. Il y a des effets secondaires à type d'AFT, de diarrhée, de nausées, d'hypercholestérolémie, d'éruption acnéiforme, d'œdème des membres inférieurs. Il y a aussi des infections. Il y a des effets indésirables sévères qui ont amené à arrêter le traitement. Et enfin,
on finira par la transplantation et par l'expérience française de la transplantation des lymphangiomyomatoses. Donc la transplantation, c'est le traitement ultime en cas de lame sévère. L'expérience française, c'est 45 transplantations. Vous voyez que par rapport à ce que nous disait Hervé Mal ce matin, c'était principalement des monopulmonaires, donc qui doit être une série plutôt ancienne, 34 monopulmonaires, 11 bipulmonaires. Ce qui est intéressant, c'est que la survie est plus importante que pour les autres transplantations, 80% à 1 an, 58% à 10 ans. Il y a des complications dont on a parlé, des complications au niveau pleural, avec des adhérences pleurales, des hémorragies, des pneumothorax, des chylothorax. Il y a aussi des récidives de l'âme, mais qui le plus souvent ne posent aucun problème sur le plan clinique, puisqu'elles n'auront pas le temps d'être symptomatiques, en tout cas de ce qui a été décrit actuellement. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est quand est-ce qu'on réfère une patiente dans les centres de transplantation. Eh bien, il y a des recommandations qui ont été posées pour cela. Effectivement, on réfère les patients lorsque la dyspnée NYHA est de stade 3-4, lorsque les patients sont hypoxémiques, qu'ils ont un VEMS inférieur à 30% et une VO2 max inférieure à 50%. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Marc. I want to apologize to the English educated because I didn't ask Jean-Marc to make his visuals in English, but he can answer your question in English. Merci. Thank you very much. Il y a des questions? Oui, moi j'ai une question s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des formes de lame à progression plus rapide que d'autres? Comment vous pouvez prévoir la progression qui va arriver chez ces gens-là? Parce que vous avez dit qu'il faut réserver le sirolimus pour les gens qui sont à progression plus rapide que d'autres. Donc comment savoir Alors l'élément le plus important, c'est la surveillance de ces patients. C'est-à-dire qu'il y a quelques facteurs pronostiques qui ont été établis, mais ce n'est pas très très bien établi actuellement. Probablement que le VEMS initial, la DLCO initiale sont des facteurs de gravité, des facteurs de mauvais pronostic. Mais ce qui est très très important, c'est de savoir s'ils sont évolutifs. Et la seule manière de savoir si ces patients sont évolutifs, c'est de les suivre très régulièrement. Et dans les recommandations françaises et européennes, il y a une recommandation de suivi tous les 3 mois la première année au niveau de la fonction respiratoire. Donc je crois que c'est ça qui va déterminer si le patient justifie d'un traitement par sirolimus. Oui, je pose ma question parce que moi j'ai une dame qui a été biopsiée chirurgicalement il y a déjà 8 ans de ça, donc il y a une lame que je suis par des scans et des EFR régulièrement, qu'on avait mis à l'époque sous traitement hormonal, qu'elle suit toujours d'ailleurs avec des surveillances d'IRM et d'ostéoporose. Donc, et c'est une dame qui est relativement stable depuis lors. Donc, est-ce qu'on doit douter du diagnostic ou bon, elle est des gens qui ont répondu au traitement hormonal ou... Non, peut-être qu'elle fait partie des malades qui ont répondu au traitement hormonal. Je pense qu'un traitement hormonal institué à l'époque où c'était l'indication et qui permet une stabilité, ou en tout cas il y a peut-être une stabilité par hasard, ne doit pas être modifié. Mais et c'est ça le plus important. Et donc, je pense que cette stabilité-là ne doit pas conduire forcément à l'introduction du sirolimus, qui a quand même quelques effets secondaires. Et vous avez vu que le sirolimus, d'ailleurs, permet une stabilité du VEMS, pas d'amélioration. Je vais vous poser une question un petit peu en dehors de la pneumologie. Bon, vous avez parlé des complications hémorragiques des angiofibromyolipomes de Riopelle. Effectivement, ils peuvent provoquer des hématomes rétropéritonéaux. Je voulais savoir si dans votre expérience, vous avez recruté des malades par le biais disons, des chirurgiens, c'est-à-dire à la suite d'une complication sous-diaphragmatique de cette nature. Ou alors, est-ce que les gens qui ont pris en charge ces patients ils sont passés à côté du diagnostic? C'est la question qui m'apporte. Dans mon expérience, très clairement, très sincèrement, non. Je pense qu'on peut arriver à ce diagnostic par ce biais-là. Ce qui est important pour le pneumologue, concernant les manifestations extrathoraciques et notamment l'angiomyolipome,
c'est de savoir référer à l'urologue et de savoir à quel moment traiter. Et là aussi, on sait qu'un angiomyolipome qui a une taille supérieure à 4 cm justifie d'un traitement, probablement d'une embolisation, parfois d'une néphrectomie partielle, un traitement plutôt conservateur. Merci. Si je peux apporter une remarque concernant les angiomyolipomes, j'ai été absolument incapable d'intéresser les urologues français à la nécessité de faire un scanner thoracique chez les femmes qui ont un angiomyolipome qui peut donner lieu à de véritables catastrophes, à des hémorragies internes très sévères, mais les chirurgiens n'ont pas d'écoute très importante pour ce qui concerne les maladies pulmonaires. Alors je reviendrai pour une question à Jean-Marc. Jean-Marc est un excellent clinicien et qui joue maintenant un rôle très important au sein du groupe d'études et de recherche sur les maladies orphelines pulmonaires à l'hôpital Tenon, qui est un centre clinique que je respecte beaucoup, et sous la direction de Jacques Cadranel, et la participation de ce groupe aux travaux du GERMOP est très, très importante. Alors je vais lui poser quand même une question difficile, parce que maintenant il joue dans la cour des grands. Est-ce qu'il faut dépister la lymphangioleumiatose chez les personnes qui ont une sclérose tubéreuse de Bourneville? Alors, encore une fois, la lame va poser problème lorsqu'elle est symptomatique, et j'ai du mal à répondre à cette question. Ce sont des malades que je ne vois pas, les scléroses tubéreuses de Bourneville. Je pense qu'ils ont beaucoup de problèmes annexes. Je pense que de toute façon, ils ont des scanners abdominaux, peut-être qu'ils ont aussi des scanners thoraciques, mais comme on l'a vu, finalement, 2-3% des malades, en dehors dans la série récente, vont être symptomatiques et vont nécessiter un traitement. Donc je ne suis pas sûr. En même temps, ça ne correspond pas à beaucoup de malades, M. Cordy. Donc pourquoi pas? Mais je ne sais pas quel intérêt ça va avoir sur le plan de l'abord thérapeutique. Pour être franc, je ne sais pas non plus moi-même répondre à cette question. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour toi. C'est une difficulté parce qu'effectivement, il y a souvent des troubles cognitifs chez les patients atteints de sclérose tubéreuse de Bourneville, et un certain nombre de patients ne peuvent pas prendre de décision pour eux-mêmes, et les parents sont souvent hyper protecteurs vis-à-vis de ces enfants qui ont une lymphangioleumiatose très précoce. Mais je crois qu'il faut être quand même clair. Si la maladie est moins évolutive au cours de la STB que dans la forme sporadique, il y a quand même des patients qui ont une STB qui va évoluer vers une forme très sévère et la nécessité d'une transplantation. On a 2 patientes à Lyon qui ont nécessité une transplantation pulmonaire autour de l'âge de 35-45 ans, et il est possible que cette transplantation aurait pu être retardée si le diagnostic avait été fait plus tôt, d'autant plus maintenant qu'on dispose de traitements. Donc ma tendance, et avec l'étude récente qui montre l'augmentation de fréquence, je pense que c'est quand même utile de proposer de faire un scanner et de faire un suivi semi-régulier pour voir ce qui se passe, mais je pense qu'il faut être quand même attentif pour ne pas laisser passer l'éventualité d'une aggravation, maintenant qu'on sait qu'il y a un traitement qui peut avoir un effet symptomatique. Mais ça reste à discuter. Excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez le traitement médical du pneumothorax? C'est un drainage simple ou une symphyse chimique, c'est-à-dire que pas d'intervention du chirurgien, pas d'abrasion pleurale ni de pleurectomie. Ok, merci. Quel serait le rapport entre le nombre de cas de lames sporadiques et celles qui sont liées à la sclérose tubéreuse de Bourneville? Quand on reprend, alors ce qui est difficile, c'est que dans les premières séries de lames, les scléroses tubéreuses de Bourneville ont été exclues. Et finalement, quand on voit les séries où elles sont incluses, il y a environ 10% de sclérose tubéreuse de Bourneville dans les séries de lames. Excuse me, in Jordan, where I live,
You mentioned many times lung transplantation. Is that right? Yes? What do you mean by transplantation? Is it lung transplantation? Yes, lung transplantation. So it is very, very, very serious. I mean, how can we have a donor for lung transplant, and how we can see how serious it is? I mean, it is very, very, very dangerous as far as I know, lung transplant in the Middle East. I mean, is that very simple in your country? I mean, how can you find a donor? How can you find, etc., a place where you can do a lung transplant? I mean, I think the disease is not that serious to make a transplant. I mean, and we have a lot of complications, I mean, with this disease. So how are you going to treat all these complications and do lung transplant for very, very sick patient? Yes, you know that this morning Hervé Mal spoke about lung transplantation and say to us that effectively we need some more donor. But when you have a woman with respiratory insufficiency, you cannot choose another treatment. So you have to decide transplantation. Yes, we have the donor. We have in France, a register of and it's centralized all over France of donors. Merci. Merci Jean-Marc. Merci professeur Cordy.